Henri Richard avait une revendication au trône. Il n'était pas nécessaire pour lui de tuer les princes, les fils d'Édouard IV, pour prendre le trône. Depuis plus de 5 siècles, les historiens pensent que le sort d'Édouard III et de son frère, Richard, duc d'York, les princes perdus dans la tour, a été scellé par leur oncle, le roi Richard III. Mais personne ne s'attendait à cette révélation stupéfiante. Une nouvelle découverte a fait surface. Philippe Langlais, l'historien qui a trouvé les restes de Richard III sous un parking de Leicester, affirme avoir résolu le rôle du roi Richard III dans le mystère des princes dans la tour. Les preuves découvertes dans les archives européennes et les archives nationales de Londres pourraient réécrire ce que nous savons de l'une des énigmes historiques les plus obsédantes de Grande-Bretagne, ou révéler à quel point le mystère est encore profond. Le mystère qui ne voulait pas mourir. Peu d'histoires de l'histoire anglaise ont suscité autant de débats, de spéculations et de tristesse que la disparition d'Édouard III et de son jeune frère, Richard de Shrewsbury, duc d'York. Leur histoire commence au printemps 1383, lorsque leur père, le roi Édouard IV, meurt de façon inattendue, laissant la couronne à Édouard, âgé de 12 ans. Avant qu'il ne puisse être couronné, cependant, les événements ont pris une tournure sinistre. Son oncle Richard, duc de Gloucester, prend rapidement le contrôle du gouvernement, arrête les proches maternels d'Édouard et place le jeune roi dans la tour de Londres, alors une résidence royale, pas encore la sombre prison qu'elle deviendra. Peu après, Richard prend également la garde du duc d'York, âgé de 9 ans, prétendument pour le préparer au couronnement de son frère. Mais ce couronnement n'a jamais eu lieu. Au lieu de cela, le Parlement a déclaré le mariage d'Édouard IV invalide, rendant tous ses enfants illégitimes. En juillet 1383, Richard de Gloucester est couronné roi Richard III. En quelques semaines, les 2 princes disparaissent de la vue. Aucune annonce officielle n'a été faite, aucun corps n'a été exposé, et personne en dehors de la tour ne les a jamais revus. À partir de ce moment, la suspicion s'est accrochée à Richard III comme une ombre. Des rumeurs se sont répandues selon lesquelles il avait ordonné le meurtre de ses neveux pour assurer sa mainmise sur le trône. Des chroniqueurs tels que Domenico Mancini, qui était à Londres cet été-là, ont rapporté que le jeune roi demandait quotidiennement la rémission de ses péchés, comme s'il savait que la mort était proche. À l'automne, même leur mère, Elizabeth Woodville, avait abandonné tout espoir et s'était alliée à Lady Margaret Beaufort, la mère d'Henry Tudor, l'homme qui allait finalement vaincre Richard à Bosworth en 1345 et devenir Henry White. Les Tudor, désireux de justifier leur nouvelle dynastie, ont cimenté l'image de Richard comme un usurpateur impitoyable. La représentation ultérieure de Shakespeare de lui comme un méchant intrigant avec une colonne vertébrale tordue n'a fait qu'approfondir cette perception. Pourtant, malgré des siècles de condamnation, aucune preuve directe n'a jamais prouvé que Richard avait ordonné leur mort. 2 petits squelettes trouvés sous un escalier dans la tour en 1564 ont longtemps été considérés comme étant ceux des princes, mais aucune analyse ADN ne l'a jamais confirmé. La vérité, semblait-il, avait disparu dans la même obscurité qui avait englouti les garçons, et pourtant l'affaire refusait d'être close. Des érudits victoriens aux ricardiens modernes, la question persistait. Les princes ont-ils vraiment été assassinés ou ont-ils survécu d'une manière ou d'une autre? C'est ce mystère sans fin qui a ramené Philippe Langlais dans l'histoire, déterminé à découvrir la vérité une fois pour toutes, l'historienne qui a relancé la chasse. Lorsque Philippe Langlais est apparue pour la première fois sur la scène publique en 2012, elle était une chercheuse indépendante poursuivant ce que beaucoup pensaient être un rêve impossible, la tombe perdue du roi Richard III. Sa découverte sous un parking de Leicester a stupéfié le monde, remodelant la façon dont l'histoire moderne
pouvait fusionner la science forensique, la recherche archivistique et une détermination absolue. Mais pour l'Anglais, la découverte des restes de Richard n'était pas la fin d'un voyage. C'était le début d'un autre, encore plus insaisissable. Pendant des siècles, le mystère des princes disparus a hanté les historiens, les romanciers et les biographes royaux. L'Anglais pensait que la vérité n'avait pas encore été trouvée parce que les chercheurs avaient cherché au mauvais endroit. Alors que d'autres cherchaient des indices dans les archives anglaises, dont beaucoup ont été détruites ou falsifiées pendant les années turbulentes des Tudors, elle a tourné son attention vers l'étranger. Elle soupçonnait que des preuves pourraient survivre dans les archives de l'Europe, intactes par la censure et la propagande des Tudors. Sa nouvelle enquête allait être connue sous le nom de Missing Princes Project. Un vaste réseau de plus de 300 bénévoles s'est étendu à travers le continent. Chaque participant a fouillé des archives poussiéreuses, des registres oubliés et des documents familiaux de la Bourgogne à l'Autriche, dans l'espoir de trouver ne serait-ce qu'une trace de l'existence des garçons après 1383. Ce qu'ils ont découvert, affirme l'Anglais, change tout. Fin 2024, l'Anglais et l'avocat Rob Rinder ont présenté leurs conclusions dans un documentaire de Channel 4 intitulé The Princess in the Tower, The New Evidence. Sorti en même temps que le livre de l'Anglais The Princess in the Tower, Solving History's Greatest Cold Case, le documentaire promettait des révélations révolutionnaires. Elle a déclaré qu'une série de documents européens négligés, des reçus, des contrats et des déclarations à la première personne prouvaient que les deux princes avaient survécu au règne de Richard III. Au cœur de l'argument de l'Anglais se trouve son affirmation selon laquelle cette nouvelle découverte vient de résoudre le rôle du roi Richard III dans le mystère des princes dans la tour. Loin d'être un meurtrier, elle soutient que Richard a peut-être envoyé ses neveux en lieu sûr au milieu du chaos politique de 1483. Selon elle, les documents indiquent un acte délibéré de protection plutôt qu'une exécution. L'affirmation est audacieuse, certains disent trop audacieuse, mais elle a relancé un débat national. L'homme vilipendé pendant des siècles comme un tueur d'enfants a-t-il réellement assuré la survie de son neveu? Les détracteurs de l'Anglais affirment que ces conclusions vont trop loin, que ces preuves sont intéressantes, mais loin d'être définitives. Pourtant, le moment, les détails et la portée de la découverte la rendent impossible à rejeter. Comme l'a noté un critique, l'Anglais a fait ce que peu d'historiens ont réussi à faire à l'époque moderne: forcer le monde à réexaminer un mystère vieux de 540 ans. Qu'elle l'ait vraiment résolu ou simplement rouvert est la question que beaucoup se posent. Découverte du premier indice, le reçu de Léal de 1387. Le premier indice majeur de l'enquête de Philippe l'Anglais est venu d'une source improbable, un document financier jauni caché dans les archives de Léal, dans le nord de la France. À première vue, il semblait s'agir d'un reçu ordinaire du XVe siècle, une demande de longue pique commandée pour les soldats servant la duchesse de Bourgogne. Mais lorsque l'équipe de l'Anglais a examiné de plus près l'écriture décolorée, elle a remarqué quelque chose d'extraordinaire. Le document indiquait que ces armes étaient fournies pour le fils du roi Édouard, qui avait été expulsé de son royaume. Pour l'Anglais, c'est le moment qui a tout changé. Elle pense que le fils du roi Édouard mentionné dans le reçu de 1387 n'était autre qu'Édouard Pan, l'aîné des princes disparus. Selon son interprétation, le document montre que les puissances européennes, en particulier Marguerite de Bourgogne, la tante du prince, soutenaient un prétendant vivant au trône anglais 4 ans après la disparition des garçons. Si cela est vrai, cela signifierait qu'au moins l'un des princes avait survécu au règne de Richard III et s'était échappé à l'étranger. Le moment choisi pour le reçu correspond parfaitement à un autre événement majeur, la rébellion de Lambert Simnel en 1387. Officiellement,
Ce soulèvement était mené par un jeune garçon prétendant être Edward Earl of Warwick. Mais le nouveau document complique cette histoire. L'anglais soutient que la confusion initiale au sujet de l'identité des rebelles, qu'il s'agisse de Warwick, Richard ou Edward V, n'était peut-être pas une confusion du tout. Elle suggère que les partisans continentaux croyaient vraiment que le garçon qu'ils finançaient était Édouard pas lui-même, se battant pour reprendre son trône. Tout le monde n'est pas convaincu. De nombreux historiens interprètent le reçu différemment. Ils notent que la formulation pourrait facilement se référer à un autre des fils d'Édouard IV, peut-être Arthur Plantagenet, l'enfant illégitime du roi, ou même à une erreur administrative du scribe. D'autres suggèrent que la référence pourrait simplement refléter le chaos initial de la conspiration de Simnel, lorsque les partisans à l'étranger ne s'étaient pas encore mis d'accord sur la figure de proue yorkiste à soutenir. Les critiques soulignent également que si Édouard V était vivant et se préparait à la guerre en 1387, il existerait sûrement plus de preuves. Des lettres, des paiements ou des décrets royaux. Au lieu de cela, les archives historiques se taisent. Le document, selon eux, prouve seulement qu'un prétendant que l'on croyait être Édouard Pape était actif en Europe, et non que le vrai prince a survécu. Pourtant, l'anglais reste ferme. Le reçu de Lille, insiste-t-elle, offre le premier signe tangible que les victimes présumées de Richard III ont peut-être vécu au-delà de la tour. Qu'il reflète un sauvetage secret orchestré par le roi ou simplement la persistance de la loyauté de York, c'est l'étincelle qui a relancé le mystère séculaire et a conduit à la prochaine découverte, encore plus étrange, la voix perdue d'un prince. Si le reçu de Lille laissait entrevoir une survie, la découverte suivante semblait parler de la voix du prince lui-même. Dans les archives de Gelderland, une province des Pays-Bas, l'équipe de l'anglais a découvert un document en moyen néerlandais différent de tout ce qui avait été vu auparavant dans l'affaire des princes dans la tour, un prétendu récit à la première personne de la vie après la tour, écrit par nul autre que Richard, duc d'York. Le manuscrit, copié d'une main de la fin du XVe siècle, décrit l'expérience du jeune prince depuis son emprisonnement en 1383 jusqu'à ses déplacements à travers l'Europe au cours de la décennie suivante. Il affirme que Richard a été secrètement retiré de la tour par deux hommes fidèles à son oncle, identifiés comme Henry et Thomas Percy, et emmené hors d'Angleterre sous une identité supposée. Selon le texte, il a été emmené à travers la France et le Portugal, trouvant finalement refuge en Irlande, où plusieurs seigneurs l'ont reconnu comme le fils d'Édouard IV. Le récit se termine par son arrivée en Bourgogne, sous la protection de sa tante, Marguerite d'York. Si elle est authentique, les implications seraient monumentales. Le calendrier correspond étroitement à celui de Perkin Warbeck, la figure mystérieuse qui a émergé dans les années 1390, prétendant être Richard, duc de York. Le manuscrit semble se fondre parfaitement avec les propres mouvements de Warbeck, son séjour en Irlande, sa reconnaissance par Marguerite de Bourgogne, ses audiences avec le roi Maximilien et ses tentatives ultérieures de revendiquer le trône anglais. L'anglais considère le document de Gelder comme une pièce de puzzle manquante. Pour elle, il explique comment Richard s'est échappé, où il est allé et pourquoi il est réapparu dans l'histoire déguisé en prétendant. Elle pense que cela corrobore ce qu'elle appelle le récit de survie, à savoir que les deux princes ont vécu et que Perkin Warbeck n'était pas un imposteur, mais le véritable duc d'York. Les historiens, cependant, sont beaucoup moins convaincus. La provenance du document est faible. Ce n'est pas un original, mais une copie ultérieure, et personne ne sait quand ni comment il est entré dans les archives. L'écriture et la langue le datent généralement de la fin du XVe siècle, mais cela ne confirme que son ancienneté et non son authenticité.
Les critiques soutiennent que le récit se lit comme une œuvre de propagande, probablement conçue par les partisans de Warbeck pour renforcer sa revendication. Les incohérences sont difficiles à ignorer. Pourquoi Richard III se donnerait-il la peine de capturer ses neveux pour ensuite en libérer secrètement un entre les mains de nobles étrangers? Pourquoi les personnes impliquées prendraient-elles le risque d'être découvertes en couchant une telle histoire sur papier? Et si le prince a vraiment vécu à l'étranger pendant une décennie, pourquoi n'y a-t-il aucune mention corroborante dans une source anglaise de l'époque? Pourtant, même les sceptiques admettent que le manuscrit de Gelder est fascinant. Ses détails, son ton et son alignement avec des événements historiques réels sont suffisamment convaincants pour maintenir le débat en vie. Pour les croyants, c'est comme la voix perdue d'un enfant roi réduite au silence. Pour les critiques, c'est un faux élégant d'une époque turbulente. Quoi qu'il en soit, cela approfondit la question centrale au cœur de cette nouvelle découverte qui vient de résoudre le rôle du roi Richard III dans le mystère des princes dans la tour. Si ce document est réel, alors Richard III n'était pas un meurtrier, mais un protecteur. Preuves en provenance d'Europe. Suite aux découvertes à Lille et à Gelderland, l'enquête de Philippa Langley s'est tournée vers les cours d'Europe, où des preuves encore plus déroutantes l'attendaient. Parmi les trésors déterrés par son équipe, 2 documents remarquables, l'un d'Autriche, l'autre des archives royales de Dresde. Tous 2 semblaient confirmer que des années après la disparition des princes, des personnalités puissantes à travers l'Europe correspondaient non pas avec un imposteur, mais avec quelqu'un revendiquant une légitimité royale en tant que Richard, duc du York. Le document autrichien relate une rencontre entre le duc du York autoproclamé et l'empereur Maximilien Thuyer, alors roi des Romains. Écrit par l'un des commis de Maximilien, le récit indique que Richard a prouvé son identité en signalant 3 marques physiques, une près de son œil, une sur sa bouche et une sur sa cuisse. Langley soutient qu'il s'agissait d'un effort délibéré pour démontrer l'authenticité, suggérant que le neveu de Richard III portait des traits distinctifs dont on se souvenait de son enfance à la cour. Le deuxième document trouvé à Dresde et daté du 4 octobre 1493 est encore plus intrigant. Il s'agit d'un contrat formel dans lequel Richard d'Angleterre promet au duc Albert de Saxe 30 000 florins en échange d'un soutien militaire pour reconquérir son trône légitime. Un sceau magnifiquement réalisé portant les armes de l'Angleterre et la signature confiante de Richard d'Angleterre est jointe au contrat. L'équipe de l'Anglais a fait examiner le parchemin par des experts en écriture, en composition d'encre et en filigrane du papier, qui ont tous confirmé qu'il datait bien de la fin du XVe siècle. Pour l'Anglais, il s'agissait de la preuve la plus convaincante à ce jour. Si cet homme n'était que Perkin Warbeck, un prétendant élevé par des puissances étrangères, il semble extraordinaire que des monarques et des nobles aussi bien connectés le traitent comme un membre de la royauté, signant des accords formels et investissant des ressources dans sa cause. Les documents, affirme-t-elle, montrent que l'Europe l'a reconnu comme le véritable Richard, duc d'York. Mais les historiens restent prudents. Ils reconnaissent que les documents sont authentiques en termes de date, mais remettent en question leur signification. D'une part, aucun récit anglais contemporain ne fait référence à des marques physiques sur le jeune prince, ce qui soulève des doutes quant à la description autrichienne. Et comme le soulignent des experts comme David Pilling, la diplomatie médiévale était un jeu cynique. Maximilien et le duc Albert avaient intérêt, sur le plan politique et financier, à soutenir une revendication yorkiste, réelle ou fausse, qui pourrait déstabiliser le règne d'Henri VII. Soutenir un prétendant était simplement une bonne stratégie. De plus, comme le notent les critiques, l'écriture assurée et le grand sceau apposé sur le document de Dresde
ne prouvent pas l'identité. Quiconque disposant des ressources nécessaires pouvait falsifier des insignes royaux. Les prétendants de toute l'histoire, de Lambert Simnel à Warbeck, ont utilisé des tactiques similaires pour renforcer leur légitimité. Malgré tout, la combinaison de dates vérifiées, de revendications cohérentes et de signatures officielles a donné une nouvelle force à l'argument de l'anglais. Pour elle, ces documents européens représentent un réseau coordonné reconnaissant la survie de Richard. L'image d'un prince non pas assassiné dans la tour, mais vivant, voyageant et négociant pour son trône. Que l'histoire soit d'accord ou non, cette preuve a intensifié le débat sur le véritable rôle du roi Richard III dans le mystère des princes dans la tour. La chaîne qui ne devrait pas exister. Au moment même où il semblait que les découvertes européennes de Philippa Langley avaient atteint leurs limites, une nouvelle découverte en Angleterre a ajouté une tournure inattendue. Une découverte qui, selon certains, pourrait relier directement le cercle de Richard III aux princes disparus eux-mêmes. Elle provient des Archives nationales de Londres, où le professeur Tim Thornton, de l'université de Huddersfield, a découvert une inscription frappante dans un testament de 1516. Le document, rédigé plus de 3 décennies après la disparition des princes, mentionnait une possession précieuse appartenant à l'aîné des garçons, Édouard Fille. Le testament appartenait à Lady Margaret Capel, demi-sœur d'Anne Terrell, l'épouse de Sir James Terrell, un chevalier de confiance de Richard III. Dans son texte latin décoloré, une ligne se détachait. On pouvait y lire « Je lègue à mon fils Sir Giles la chaîne de son père, qui était Yonga Kinga Edward Faye. En anglais moderne, je laisse à mon fils Sir Giles la chaîne de son père, qui a appartenu au jeune roi Édouard Faye. Les implications sont stupéfiantes. Si cela est vrai, cela signifie qu'un objet personnel appartenant à Édouard Faye était en possession de la famille de Sir James Tyrrell des décennies après la disparition du garçon. Tyrrell, bien sûr, est tristement célèbre dans l'histoire des Tudors comme l'auteur présumé du meurtre des princes, une accusation qui trouve son origine dans l'histoire du roi Richard III de Sir Thomas More. Pourtant, le récit de More, écrit longtemps après les événements, a longtemps été rejeté par certains historiens comme étant de la propagande des Tudors destinée à noircir le nom de Richard. Alors, que nous dit ce testament nouvellement apparu? Pour l'anglais, la réponse est claire. La présence de la chaîne d'Édouard Faye en possession de la famille Terrell suggère un contact direct avec le prince, et non avec son cadavre. Si Terrell ou ses proches possédaient les biens personnels du garçon, cela pourrait signifier qu'ils étaient chargés de le protéger et non de l'exécuter. Aux yeux de l'anglais, cette nouvelle découverte vient de résoudre le rôle du roi Richard III dans le mystère des princes dans la tour. Loin d'être un meurtrier, Richard a peut-être confié ses neveux à des mains loyales comme celles de Terrell pour les protéger de ses ennemis politiques. Mais les experts recommandent la prudence. Le professeur Thornton, qui a publié pour la première fois la découverte dans le History Journal, a noté que si le testament est authentique, ses implications sont obscures. On ignore comment la famille Tyrone est entrée en possession de la chaîne d'Édouard. Il pourrait s'agir d'un cadeau, d'un trophée ou même d'un butin provenant de la tour. Sean Cunningham, des Archives nationales, la décrit comme une nouvelle pièce à conviction qui soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Néanmoins, la découverte a électrisé les historiens et le public. Un objet tangible, quelque chose qui avait appartenu au prince perdu, a refait surface après 5 siècles. Le fait qu'il prouve la survie ou qu'il ne fasse qu'approfondir la tragédie dépend entièrement de la façon dont vous interprétez les preuves. Mais de l'avis de l'anglais, le testament Capel n'est pas qu'une simple curiosité historique. C'est le chaînon manquant qui blanchit enfin le nom de Richard III. Philippa Langley a-t-elle résolu l'affaire? Au moment où Philippe Langley a dévoilé les 5 pièces à conviction, le reçu de Lille,
le manuscrit de Gelder, le document autrichien, le contrat de Dresde et le testament Capelle, sa conclusion était audacieuse et sans équivoque. Ensemble, elle a soutenu que ces documents formaient une histoire cohérente qui avait échappé aux historiens pendant un demi-millénaire. Édouard Phille, affirmait-elle, n'a pas été assassiné en 1483, mais a survécu assez longtemps pour mener la rébellion yorkiste à Stokefield en 1487. Son jeune frère, Richard, selon elle, a vécu jusqu'aux années 1390, connu dans l'histoire sous le nom d'homme que les chroniqueurs anglais appelaient Perkin Warbeck. De la vie de l'anglais, cette nouvelle découverte vient de résoudre le rôle du roi Richard III dans le mystère des princes dans la tour, non pas en tant que méchant de la légende des Tudors, mais en tant qu'oncle qui a sauvé ses neveux d'une mort certaine. Personne ne s'attendait à cette réinterprétation radicale de l'un des plus anciens crimes d'Angleterre. Selon l'anglais, Richard III a secrètement ordonné le retrait des princes de la tour pour les protéger des ennemis yorkistes et des sympathisants des Tudors. Le reçu de l'île, selon elle, documente la présence d'Édouard en Europe 4 ans plus tard. Le texte de Gelder relate l'évasion et l'exil de Richard. Les documents autrichiens et de Dresde montrent sa reconnaissance par les dirigeants européens. Et le testament Capelle de 1516 prouve que quelqu'un de proche de Richard a conservé un lien personnel avec les princes longtemps après. Pour elle, le poids cumulatif de ces indices pointe vers une seule conclusion. Ils ont vécu. Pourtant, pour chaque partisan qui qualifie la théorie de l'anglais de révolutionnaire, certains historiens la qualifient de non concluante. Tracy Borman, David Peeling et d'autres louent sa ténacité archivistique, mais soulignent que la preuve de l'existence n'est pas la même chose que la preuve de la survie. Pour eux, ces documents démontrent la persistance des revendications yorkistes et non la résurrection de rois perdus. Beaucoup mettent également en garde contre le fait que la contrefaçon et les erreurs d'identité étaient monnaie courante dans la politique du XVe siècle. Les prétendants comme Warbeck étaient soutenus précisément parce qu'ils semblaient plausibles. David Peeling va plus loin, affirmant que l'approche de l'anglais risque d'inverser le même biais qu'elle critique chez les historiens des Tudors. Si nous condamnons la propagande des Tudors, note-t-il, nous devons éviter de créer une propagande ricardienne inversée. Pour lui et pour beaucoup d'autres, l'explication la plus probable reste la plus simple. Les princes ont été assassinés discrètement en 1583. Leurs morts ont été dissimulées, et les prétendants suivants, aussi convaincants soient-ils, étaient des opportunistes soutenus par des puissances étrangères désireuses de déstabiliser Henri VIII. Même l'anglais concède que sa découverte ne satisfera peut-être pas tous les sceptiques. Ce qu'elle offre, dit-elle, n'est pas une preuve définitive, mais une compréhension recadrée. Ces preuves ne mettront peut-être pas fin au débat, mais elles en déplacent indéniablement le centre de gravité. Pendant des siècles, la réputation de Richard III était reposée sur une hypothèse non vérifiée, à savoir qu'il avait assassiné les princes. Aujourd'hui, à tout le moins, cette hypothèse a été remise en question. Que le monde accepte ou non ces conclusions, l'anglais a fait en sorte que la question ne soit plus de savoir si les princes ont survécu, mais jusqu'où ils sont allés avant que l'histoire ne les enterre à nouveau. L'héritage d'une affaire non résolue. Plus de 5 siècles après que 2 garçons ont disparu derrière les murs de pierre de la Tour de Londres, le mystère des princes dans la tour refuse toujours de se résoudre. Les nouvelles découvertes de Philippa Langley ont relancé le débat d'une manière que peu auraient pu prédire. Ces découvertes ont non seulement rouvert les archives historiques, mais ont également rappelé au monde à quel point la vérité peut être fragile lorsqu'elle est filtrée par la politique, le pouvoir et le temps. La fascination du public pour le sort du prince perdure précisément parce que l'histoire se situe au carrefour de l'histoire et de l'émotion.
C'est un récit d'innocence, de trahison et de l'ombre de la propagande qui a façonné l'identité nationale de la Grande-Bretagne. Chaque nouvelle découverte, chaque réévaluation oblige la société à se demander dans quelle mesure ce que nous savons n'est en réalité que ce qu'on nous a dit. Les preuves de l'anglais, lettres, sceaux, reçus et testaments peuvent ou non prouver la survie, mais elles remettent en question l'idée que le passé est figé. Des appels se sont multipliés pour que des tests scientifiques modernes soient effectués sur les restes présumés des princes, inhumés dans l'abbaye de Westminster depuis 1760 hectares. L'analyse ADN pourrait en théorie confirmer si les ossements appartiennent à Édouard et Richard ou révéler une histoire totalement différente. Pourtant, même cette perspective divise l'opinion. Certains la considèrent comme l'étape finale vers la vérité. D'autres y voient une perturbation d'un lieu sacré. À bien des égards, cette réticence reflète le conflit plus profond entre la certitude et le mystère. Une tension qui a défini cette histoire depuis le XVe siècle. Pour l'anglais, l'affaire reste personnelle. Elle a souvent dit qu'elle était moins intéressée par la réécriture de l'histoire que par la découverte de preuves négligées et la possibilité de donner au passé une audience équitable. Qu'elle y soit parvenue ou non, son travail garantit que les princes ne sont plus des victimes silencieuses de la légende, mais des figures actives dans une enquête en cours. Une enquête qui continue d'évoluer à chaque nouvelle découverte. Pensez-vous que ces nouvelles découvertes ont vraiment résolu le rôle du roi Richard III dans le mystère des princes dans la tour? Ou la recherche de la vérité ne fait-elle que commencer? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans le prochain épisode.